7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, demain se tiendra le procès de la journaliste de Libération, Maria Malagardis, qui sera jugée pour avoir qualifié le chef des services de renseignement militaire des forces armées pendant le génocide au Rwanda, Aloïs Ntiwiragabo, de nazi africain. Après avoir disparu pendant plusieurs années, celui-ci refaisait surface en France suite aux révélations du journaliste de Mediapart, Théo Anglebert, qu'il avait retrouvé en 2020 dans la banlieue d'Orléans. Qui est donc cet homme ? Bonjour Hélène Dumas, vous êtes historienne chargée de recherche au CNRS. Il faut tout d'abord nous expliquer comment Aloïs Ntiwiragabo a pu avoir ce type de fonction au Rwanda au moment du génocide en 1994. Oui, bonjour Guillaume Erner. Alors il faut rappeler que Aloïs Ntiwiragabo a été nommé en juin 1993, donc à la tête de ce qu'on appelle le G2 dans l'état-major des forces armées rwandaises, c'est les renseignements militaires, donc des forces armées rwandaises. Donc c'est ce poste qu'il occupe au moment du génocide au printemps 1994. Et il faut peut-être rappeler ici que les forces armées rwandaises représentent l'un des acteurs principaux du génocide des Tutsis et qui témoignent donc de l'engagement de tous les moyens de l'État rwandais dans l'entreprise d'extermination du printemps 1994. Donc c'est ce poste qu'il occupe. Alors du 6 avril au 9 avril, il est en réunion au Cameroun, mais il rentre au Rwanda le 9 avril au soir. Et d'après des enquêtes qui ont été menées par une ONG qui s'appelle African Rights, il figurerait parmi les principaux organisateurs du génocide à Kigali, aux côtés du préfet Tarsis Renzao, qui lui a été condamné par le tribunal pénal international pour le Rwanda à la prison à vie en 2011. Et le rapport de cette ONG pointe également les liens de proximité qu'aurait entretenu Aloïs Ntiwiragabo avec quelques-uns des plus hauts responsables de la milice Imbonerakure qui ont été particulièrement zélés dans les massacres à Kigali. Et alors, généralement, quel est le sort de ce type de responsables ? Est-ce qu'ils sont traditionnellement jugés ? Est-ce qu'il y a une forme d'amnistie, Hélène Dumas ? Non, il n'y a pas d'amnistie puisque le génocide des Tutsis au Rwanda a été le plus jugé quantitativement et aussi qualitativement puisque plusieurs juridictions ont eu la charge de poursuivre et de juger les responsables du génocide des Tutsis. Et il faut rappeler ici que dès 1998, le nom d'Aloïs Ntiwiragabo figure dans un acte d'accusation du tribunal pénal international aux côtés d'une dizaine d'officiers supérieurs des forces armées rwandaises et du préfet de Kigali, qui pour la plupart ont été arrêtés, traduits en justice devant le TPIR et condamnés pour la plupart d'entre eux. Et il se trouve que Aloïs Ntiwiragabo a échappé aux différents coups de filet mis en place par le TPIR et que les enquêtes qui le visaient se sont éteintes en 2004 en raison de lourdeur administrative et du mandat qui devait s'achever du TPIR. Mais alors, comment cela se fait-il que cet homme ait abouti en France, puisque finalement ce qui relance cette affaire, c'est qu'on le retrouve dans la banlieue d'Orléans. Comment ? Alors c'est un des mystères qui plane sur sa biographie. Il faut, si on peut en rappeler peut-être quelques éléments, c'est qu'il aurait rejoint son épouse qui, elle, a obtenu la nationalité en 2005 et il engage alors une procédure administrative contre le refus de délivrance de visa. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les décisions de la justice administrative. En 2015, la Cour administrative d'appel de Nantes confirme le refus initial invoquant donc précisément les soupçons qui pèsent sur lui. Et il faut peut-être citer une partie de cette décision de la Cour administrative d'appel de Nantes qui, donc dans son arrêt, précise que compte tenu des fonctions qu'il a exercées au sein du gouvernement intérimaire en fonction au moment du génocide de 1994, il a bien été impliqué dans les massacres perpétrés à cette époque. Donc voilà, fin de citation. Ce qui n'est pas le cas de sa femme. Non. Ce qui n'est pas le cas de sa femme et qui explique qu'elle soit présente sur le territoire. Mais alors, dans ces conditions, il n'y a pas de procédure d'extradition prévue, puisque être coupable ou être complice de crimes contre l'humanité, c'est une charge lourde qui pourrait justifier une extradition. Ce sont effectivement des soupçons très lourds, mais il se trouve que les plus hautes autorités judiciaires françaises refusent d'extrader les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide
pour qu'elle soit jugée au Rwanda. Le Rwanda émet très régulièrement des mandats d'arrêt internationaux contre ces personnes, mais la Cour de cassation précise que les personnes ne peuvent pas être jugées au Rwanda en vertu d'une loi qui est postérieure au génocide de 94. Et c'est pourquoi la France, les juridictions françaises ont ensuite l'obligation de juger sur son territoire les personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide. Mais juste une dernière question là-dessus. Est-ce que ça signifie que la justice française n'a pas confiance dans la justice rwandaise? Est-ce que c'est une question de rétroactivité? C'est une question de rétroactivité de la loi pénale. C'est cet argument du moins qui est avancé. Mais pourtant, là aussi, c'est étrange s'agissant d'un crime qui est imprescriptible et qui est considéré comme étant le pire des crimes que l'on puisse commettre. Bien sûr, donc ce qui est un peu étrange, c'est cette invocation de la non-rétroactivité de la loi pénale, parce qu'on imagine mal que le régime qui préparait le génocide allait intégrer dans son code pénal la répression de ce même crime. En revanche, le fait de refuser d'extrader ces personnes vers le Rwanda oblige les juridictions françaises à les juger néanmoins. Alors, dans ces conditions, on pourrait donc juger, il serait imaginable qu'Aloïs Ntiwiragabo soit jugé en France. Tout à fait. Il y a d'ailleurs une enquête préliminaire qui a été ouverte contre lui à la suite des révélations de Mediapart. Et puis, cette enquête préliminaire a été suivie par un dépôt de plainte avec constitution de partie civile par le collectif des parties civiles pour le Rwanda, le CPCR. Donc, la procédure judiciaire suit son cours. Ça ne serait pas le premier d'ailleurs. Non, ce ne serait pas le premier. Quatre personnes ont d'ores et déjà été condamnées et un a fait appel dernièrement. Et voilà, un autre procès va s'ouvrir aux assises le 10 mai prochain. Et alors, on en vient donc à ce qui vaut à notre consoeur Maria Malagardis, donc journaliste à Libération, ce procès. Et donc, lorsque l'article de Mediapart est paru, donc évoquant la présence de cet homme sur le territoire français, dans la banlieue d'Orléans, eh bien, Maria Malagardis a retweeté l'article en question en se demandant si personne n'allait réagir au fait qu'un nazi africain soit présent sur le territoire. Et c'est ce terme nazi africain qui lui vaut aujourd'hui un procès pour injure. Alors que dire sur ce terme nazi africain ? D'abord, il faut rappeler que le parallèle avec la Shoah n'est pas nouveau. Il ne s'est pas imposé en 1994. Déjà, lors des pogroms qui avaient été particulièrement meurtriers à la Noël 1963-1964, le souvenir de l'extermination des Juifs d'Europe avait été invoqué par la presse internationale pour décrire les massacres de plusieurs dizaines de milliers de Tutsis déjà orchestrés par les autorités à l'époque. Et on peut citer ici le philosophe, mathématicien, prix Nobel Bertrand Russell, qui, dans Le Monde du 6 février 1964, appelait déjà, je cite, à faire cesser le massacre d'hommes le plus horrible et le plus systématique auquel il a été donné d'assister depuis l'extermination des Juifs par les nazis en Europe. Et puis, c'est Jean-Pierre Chrétien, l'historien Jean-Pierre Chrétien, qui, dans l'édition de Libération du 26 avril 1994, dénonce ce qui se produit au Rwanda sous le terme de nazisme tropical. Il y reviendra dans un article l'année suivante paru dans Esprit. Et pour lui, il s'agit de faire de la pédagogie et d'expliquer qu'au Rwanda, contrairement aux clichés qui avaient cours à l'époque, ce qui s'est produit n'est pas le résultat d'un atavisme interethnique en Afrique, mais bien le produit de la modernité, d'une idéologie qui d'ailleurs, précise-t-il, puise aux mêmes sources que l'antisémitisme moderne du dernier quart du 19e siècle. Donc, juste en conclusion, Hélène Dumas, même si ni vous ni moi sommes juristes, sur le plan donc de la comparaison, il y aurait lieu de comparer. Bien sûr, et d'ailleurs c'est une pratique historiographique tout à fait courante quand on travaille sur le génocide des Tutsis que de travailler avec des spécialistes de la Shoah ou du génocide des Arméniens. Merci beaucoup Hélène Dumas. Je rappelle qu'on vous doit Essentiel Niter, paroles orphelines du génocide des Tutsis, publié à La Découverte.